Des femmes, hommes ou enfants qui tiennent à peine sur leurs jambes, perdent connaissance ou meurent littéralement de faim. Un Palestinien sur 3 n'a pas mangé depuis plusieurs jours à Gaza, selon le Programme alimentaire mondial. L'hôpital El Nasser de Khan Younes nous fait parvenir ces images. Cet adorable bébé que l'on voit ici a 11 mois. Elle devrait peser 9 à 10 kilos à la place. Elle pèse malheureusement 3,5 kg. Sa mère est dénutrie, elle ne peut pas l'allaiter. Depuis le 2 mars, l'approvisionnement de l'enclave a été bloqué par Israël. Les distributions de nourriture ont fini par reprendre à la fin mai de façon sporadique via une fondation américaine sous supervision de l'armée israélienne. Des soldats israéliens qui sont accusés par l'ONU de tirer dans la foule et d'avoir tué au moins 1000 Palestiniens dans ces opérations. Israël réfute catégoriquement ces accusations. À Gaza, il n'y a pas de famine causée par Israël. Il existe cependant une pénurie provoquée par l'homme et orchestrée par le Hamas. Or, trop souvent, la situation n'est pas racontée correctement. Cette souffrance existe parce que le Hamas l'a créée. Une version mise à mal par les médecins qui reçoivent les blessés, comme ce chirurgien britannique. On voit tous un schéma de blessures qui se répète. Un jour, on va voir des blessures partir à l'abdomen. Un autre jour, ça va être à la tête ou au cou. En fait, c'est comme si c'était un jeu où ils décidaient de viser la tête aujourd'hui, le cou le lendemain et les testicules le jour d'après. Alors, que sait-on de ces bains de sang à répétition? Alors que des journalistes palestiniens disent être trop affaiblis pour travailler désormais, et alors que la presse internationale reste interdite sur place par Israël, qui pour nous informer sur la famine qui sévit à Gaza? Va-t-on vers une famine de masse comme le soutient une centaine d'ONG? Comment éviter une situation humanitaire encore plus désastreuse? Et pour en parler ce soir, nous recevons Amon Bazrol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des opérations d'urgence pour Médecins sans frontières pour la Palestine. Dès le départ, vous avez eu des doutes sur la reprise de l'aide humanitaire par l'organisation israélo-américaine GHF. La Fondation humanitaire de Gaza ne propose que 4 centres de distribution contre 400 auparavant pour MSF, Médecins sans frontières donc, et les autres ONG. À vos côtés, Emmanuel Duparc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la société de journalistes de l'AFP. Vous avez publié un communiqué d'ailleurs qui alerte sur le sort de vos collaborateurs dans la bande de Gaza. L'AFP a l'habitude de couvrir des zones de guerre, mais pour la première fois, dites-vous, de votre histoire, ce n'est pas des bombes que vos journalistes risquent de mourir, mais de faim. Et puis Anne-Sophie Séban-Bécage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee. Selon vous, on est tous conscients du drame humanitaire à Gaza, mais il faut pointer la responsabilité du Hamas qui utilise l'aide humanitaire comme stratégie de guerre. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et la citation du jour. Oui, c'est un extrait, Jean-Mathieu, de la déclaration commune d'une centaine d'ONG publiée aujourd'hui. Regardez, une famine de masse se propage dans la bande de Gaza. D'après le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, au moins 21 enfants sont morts de malnutrition en l'espace de 72 heures. Et en suivant les indices de l'IPC, alors l'IPC c'est la classification de la sécurité alimentaire, et bien à Gaza, la moitié de la population est déjà en phase 4, c'est-à-dire en urgence alimentaire. Et vous le voyez, 22% en phase 5, appelée phase catastrophe. Amande Bazrol, c'est ce que vous avez constaté sur place. Vous étiez à Gaza jusqu'au mois de mai, je crois. Est-ce que vous pouvez dire que Gaza est au bord de la famine ? Oui, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, on le constate tous les jours, c'est extrêmement compliqué, il n'y a plus rien sur les marchés, ou vraiment très très peu, à des prix absolument exorbitants. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail à Gaza, il n'y a plus rien. Enfin, on rappelle que l'enclave est absolument détruite, il ne reste à peine 12% du territoire qui est encore accessible aux populations, qui n'est pas sous ordre d'évacuation. Donc aujourd'hui, on est dans la survie de tous les jours. Et effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui dans les centres de santé, c'est non seulement des enfants, mais des adultes qui commencent à tomber dans la malnutrition, et notamment essentiellement les mères et les mères allaitantes. Et c'est là qu'on voit effectivement les enfants, les très jeunes enfants, qui ne peuvent plus recevoir de lait, puisqu'il n'y a pas non plus de lait maternisé qui rentre dans la bande de Gaza. Donc ces très très jeunes enfants
sont tous à risque imminent de famine, puisque leurs mères puisque leurs mères ne peuvent pas les allaiter. Alors, Anne-Sophie Sebon-Becache, Israël a déclaré lundi qu'il n'y avait aucune interdiction ou restriction à l'entrée de lait, justement, maternisé ou d'aliments pour bébés à Gaza. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a les ONG qui disent que la bande de Gaza est au bord de la famine, et Israël qui dit que non. Donc, comment comprendre qu'il y ait deux sons de cloche différents ? Oui, c'est le cas depuis le début de cette guerre. Nous, dans toutes nos discussions, effectivement, avec le COGAT, on a le sentiment, et je vous dis ça de manière très transparente, vraiment les informations qui nous remontent, qu'il n'y a pas d'entrave à l'acheminement de l'aide humanitaire, que des centaines de camions d'aide, et on a encore vu tout à l'heure des vidéos de ces centaines de camions qui attendent d'entrer dans la bande de Gaza, mais qu'il y a une difficulté aussi du système des Nations Unies, des organisations humanitaires internationales à acheminer cette aide. Difficulté évidemment liée au conflit et évidemment liée aux frappes. Il ne s'agit pas du tout de le lier, mais effectivement une différence énorme dans l'information et dans le traitement de cette information, et aussi dans la volonté des organisations internationales humanitaires à coopérer avec cette nouvelle fondation humanitaire pour Gaza, qui, elle aussi, prétend avoir déjà distribué plusieurs 80 millions de repas depuis son arrivée à Gaza en mai 2025. On parlait des ONG, mais il y a aussi les journalistes qui ne peuvent plus pénétrer dans la bande de Gaza. Vos collaborateurs sur place sont affamés. Il se pourrait que des journalistes puissent mourir de faim sur place. C'est la première fois depuis, en gros, la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est totalement inédit chez nous. Nous, à l'AFP, on a l'habitude de couvrir tout ce qui se passe dans le monde, de couvrir des conflits. On a l'habitude d'avoir le risque d'être bombardé, d'être victime d'attentats, d'être enlevé, d'être fait prisonnier. Mais là, pour la première fois, on a un autre risque, c'est qu'on a nos collaborateurs sur place qui nous disent « mais là, j'ai plus la force ce matin ». Des gens qui, depuis 2 ans, malgré les risques, malgré les bombes, malgré les interdictions, malgré les bombardements, arrivaient à se lever pour témoigner. Et c'était, comme beaucoup de gens à Gaza, avec l'étendue du conflit, l'intensité du conflit et la mortalité du conflit, ils ont des deuils partout dans leur famille, ils sont donc traumatisés. Et on leur disait on leur dit aussi de se protéger, on leur dit de parfois faire des pauses, de pas nécessairement travailler pour nous tout le temps, parce qu'il faut se préserver. Mais à chaque fois, une première génération qui a réussi à sortir d'abord, puis là une deuxième génération de journalistes, la dizaine de journalistes qu'on a là-bas, ont continué en disant mais non, mais moi je veux témoigner. Si je reste chez moi, je vais mourir de désespoir. Je suis face à mes traumas, donc je veux continuer à aller chercher des témoignages, à les filmer, à aller prendre des photos pour dire ce qui est, dire ce qui se passe. Et nous, à l'AFP, on est comme ça, on est partout. Je suis même un petit peu gêné aujourd'hui de me mettre en avant en tant que journaliste AFP. Nous, on est partout, mais on ne se met pas en avant. Notre boulot, c'est de ramener de l'info vérifiée et des images vérifiées. Et là, pour la première fois, ces gens qui étaient hyper motivés pour les témoigner nous ont dit je ne peux pas me lever. J'ai plus de force, j'ai pas mangé depuis 1 semaine, j'ai rien, et j'ai plus la force. Et donc là, pour nous, c'était vraiment le week-end dernier un signal d'alarme, parce que si on commence à mourir de faim, on ne pourra plus témoigner de rien. Alors, on va le voir, Julia, aussi, que la situation est particulièrement critique à Gaza dans les hôpitaux. Ouais, alors, il est compliqué de dire avec exactitude ce qui se passe dans les hôpitaux à Gaza, étant donné que la presse ne peut pas entrer dans le territoire. Mais selon l'OMS, 94% des hôpitaux de la bande de Gaza seraient endommagés ou détruits. Et selon l'ONU, 1400 professionnels de santé auraient été tués depuis le début de la guerre. Il manque des médecins dans la bande de Gaza. C'est ce que rapportent beaucoup d'ONG, des ONG qui travaillent avec des médecins palestiniens, mais aussi avec des médecins étrangers qui effectuent des rotations. Je parle sous votre contrôle pendant 2 ou 3 mois. Ils restent dans l'enclave, sur place, dans les hôpitaux ou dans les centres de santé de fortune installés sous des tentes, comme on peut le voir sur ces images. La situation est vraiment critique. Les médecins sont confrontés à une pénurie, notamment de matériel médical, mais aussi de plus en plus au manque de nourriture. Beaucoup parlent d'épuisement mental et physique, et c'est nouveau de cette famine. Selon l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, le personnel médical est désormais touché par la malnutrition, comme la population. À Médecins sans frontières, si je ne me trompe pas, les 1000 Palestiniens employés par l'ONG française reçoivent au mieux 1
repas par jour. Amande Bazerol, qu'est-ce que ça veut dire que le système de santé à Gaza est en train de s'effondrer totalement, en fait? Il est au bord de l'effondrement depuis des mois et des mois. Comme vous le dites, le système est vraiment détruit. Les bâtiments sont détruits. Aujourd'hui, en plus de la malnutrition qui est galopante, on a aussi tous ces blessés qu'on reçoit absolument tous les jours. Aujourd'hui, le peu de structures qui sont encore debout, on déborde. On parle de ce qu'on appelle de taux d'occupation des lits. On est à 200%, c'est-à-dire que les gens sont par terre, en fait. Et que là, on n'a évidemment pas assez de moyens pour pouvoir les traiter. Et ce n'est pas faute d'avoir du matériel qui attend pour rentrer depuis des mois et des mois sur tous les corridors possibles qu'on appelle par la Jordanie, par l'Égypte ou par Israël. Donc on est tous en train d'attendre pour pouvoir faire entrer ce matériel et le personnel pour pouvoir apporter de l'aide à nos collègues palestiniens qui se démènent comme les journalistes parce que, d'une, comme vous le disiez, on ne peut pas rester chez soi, mais déjà il n'y a plus de chez soi. Enfin, c'est fini. Rester où pour faire quoi? Et le seul moyen de se sentir encore un peu utile, c'est d'aller travailler et d'apporter son aide à la population. Mais effectivement, ils sont exténués et nous essayons de pouvoir subvenir aux besoins, mais il n'y a plus rien à manger à Gaza. Aujourd'hui, c'est la simple constatation, il n'y a rien. Quelqu'un, comme les journalistes ou comme notre personnel, qui a des moyens pour pouvoir acheter, ne peuvent pas acheter à manger parce qu'il n'y a rien, c'est tout. Et pourtant, il y a, c'est vrai, une organisation qui est soi-disant chargée de distribuer. Elle s'appelle la GHF, on va en parler avec vous, Valérie. Donc c'est depuis fin mai une organisation donc assez décriée, on le sait, et qui est chargée, donc la GHF, de distribuer l'eau et la nourriture. Ouais, c'est la Fondation humanitaire de Gaza, financée par les États-Unis en partie, vous l'avez dit, et qui assure depuis fin mai la distribution d'eau et de nourriture. Et le week-end dernier, l'armée israélienne a tiré sur des Gazaouis lors d'une distribution, ce que condamne fermement le secrétaire général de l'ONU. Écoutez. Over the weekend in Gaza, we saw yet more mass shootings and killings of people seeking UN aid for their families, an atrocious and inhumane act which I utterly condemn. We need an immediate ceasefire in Gaza, the immediate release of all hostages, and unimpeded humanitarian access as a first step to achieve the two-state solution. Alors, cette organisation, elle distribue ces denrées dans 4 points spécifiques de la bande de Gaza, ce qui provoque évidemment des rassemblements difficilement maîtrisables. Anne-Sophie Seban-Bekash, est-ce que vous comprenez que l'ONU réclame justement la réintroduction de toutes les ONG, que l'aide humanitaire soit redéployée partout sur la bande de Gaza? Bien sûr, oui, bien sûr. Il faut que cette aide humanitaire puisse s'acheminer en plus grand nombre, qu'il n'y ait aucune entrave et qu'en plus de cette fondation, les autres organisations humanitaires puissent évidemment continuer à travailler. Et je crois que cette fondation le dit elle-même, qu'elle n'est pas capable de pourvoir à tous les besoins aujourd'hui dans la bande de Gaza avec ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui, et doit continuer à travailler en coordination avec les autres organisations humanitaires, et que d'autres corridors doivent aussi permettre à ces organisations de continuer à acheminer cette aide. Ça va sans dire, et on est évidemment favorable. Pourtant, aujourd'hui, elle est très critiquée. Cette fondation est critiquée, oui, parce qu'on en a parlé juste avant, parce qu'elle est critiquée aussi, elle a été dès le départ par le Hamas. Pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place aussi? Parce que des entraves et des pillages avaient été constatés, des vols d'aide humanitaire avaient été constatés par les canaux traditionnels. Ça ne veut pas dire qu'il faut stopper les canaux traditionnels, mais simplement venir en complément de ce qui existait déjà, et travailler en coordination avec cette nouvelle fondation. Pourquoi est-ce que les États-Unis auraient voulu mettre en place cette nouvelle fondation? Sinon pour venir en aide directement aux populations civiles. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir passer sans faire appel à l'organisme de défense civile palestinienne qui est en fait le Hamas, et qui jusque-là était en lien avec les organisations internationales existantes et créer des dysfonctionnements majeurs également. Si je peux me permettre, sur tout ce qui est pillage, on a constaté... Sur ce détournement par le Hamas. Alors, on peut parler du détournement par le Hamas. Ce qui a été constaté pendant des mois au préalable de la trêve, c'était des détournements et des pillages organisés par des groupes criminels qui se faisaient vraiment devant les Israéliens, et donc par un groupe, notamment celui d'Abu Shabab, de Yasser Abu Shabab, qui était extrêmement connu. Donc, ce que nous avons constaté en termes d'organisation, c'était
eux qui nous pillaient. Donc le pillage du Hamas, s'il a eu lieu une fois que tous les colis avaient été livrés auprès des populations civiles, puisque la façon dont les colis sont livrés par notamment le Programme alimentaire mondial, c'est via des coupons qui arrivent directement à des populations qui viennent avec une organisation pour favoriser évidemment les gens les plus vulnérables, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas de la GHF, puisque les femmes seules, les personnes âgées, et le fait que les emplacements où se trouvent les centres de distribution ne permet pas à la population de pouvoir s'y rendre. Donc aujourd'hui, on le voit, seuls des jeunes hommes peuvent se présenter pour aller chercher, et on le voit sur toutes les vidéos, et donc ça pose un problème, puisque évidemment ça ne dessert pas du tout les populations les plus vulnérables aujourd'hui, et seulement la moitié, puisqu'elles sont que dans le sud de la bande de Gaza, et ne dessert absolument pas le nord, où il y a plus d'1 million d'habitants. Emmanuel Duparc, on voit très clairement qu'il y a deux visions qui s'opposent concernant l'humanitaire, la vision des ONG et celle de l'État d'Israël. Pourquoi toutes ces questions se posent? C'est lié à cette opacité qui règne dans la bande de Gaza due au manque de journalistes. Les journalistes ne peuvent plus entrer dans l'enclave depuis le début de la guerre. C'est quand même une décision qui a été prise par un État démocratique, Israël. C'est inédit selon vous cette situation? C'est difficile à dire que c'est inédit, parce qu'il y a beaucoup de conflits qui sont passés dans l'ombre, dans l'histoire, dans certaines régions oubliées. Donc c'est difficile de le dire comme ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire d'abord sur cette aide humanitaire, c'est que la constatation de terrain, c'est la presse internationale qui ne peut pas rentrer, la presse étrangère qui ne peut pas rentrer. Pour l'instant, on a, nous, nos correspondants sur place. Sur l'aide humanitaire, les constatations sont simples. L'aide a dramatiquement, la situation humanitaire a dramatiquement empiré depuis ce changement de système. Et par ailleurs, sur les journalistes, un État qui se dit démocratique garantit la liberté de la presse. Nous, les journalistes, on est habitués des terrains de guerre. On ne demande pas aux États nécessairement de nous protéger. On sait les risques qu'on prend, on sait qu'on peut y passer, on sait... Mais en tout cas, un tel conflit où personne ne peut sortir et où on assiste presque de l'extérieur, on a quand même des images qui sortent, heureusement, ça, et de cette ampleur-là, et avec un blackout total pour la presse internationale, oui, c'est inédit pour nous. Anne-Sophie Seban-Bécache, le Programme alimentaire mondial rappelle que l'utilisation de la famine comme arme de guerre contre les civils constitue un crime de guerre. Et pourtant, aujourd'hui même, le président Isaac Herzog s'est rendu à Gaza pour la première fois depuis le 7 octobre 2023. Et il a déclaré ceci: on agit en accord avec le droit international. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Oui, parce que je ne crois pas qu'Israël, aujourd'hui, que l'État d'Israël que représente le président Herzog ait l'intention de provoquer une famine à Gaza. Je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent avec cet organisme de coordination de l'aide humanitaire, en ayant mis en place cette fondation humanitaire. Enfin, je veux dire, l'objectif et d'acheminer de l'aide humanitaire aux populations civiles. C'est pas de disrupter. Enfin, c'était l'objectif principal. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le Hamas, dès le départ, a voulu discréditer cette fondation, a fait une propagande aussi énorme pour discréditer cette fondation. Et on voit bien aussi, parce que le secrétaire général de l'ONU parlait de cessez-le-feu, on attend tous ce cessez-le-feu, on attend tous que ces négociations aboutissent. Dans les dernières négociations qui ont eu lieu de ces derniers jours, quel a été le point d'achoppement principal sur lequel le Hamas a refusé le cessez-le-feu? C'est justement sur cette question du contrôle de l'aide humanitaire, puisqu'il souhaite que la Fondation humanitaire de Gaza soit hors du jeu, parce que le contrôle de l'aide humanitaire, c'est le contrôle de la bande de Gaza. Et il souhaite reprendre le contrôle. Est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui que le Hamas a un quelconque souci de sa population civile, pour le coup? Là, on a un peu de mal à comprendre, vu de loin, c'est qu'on sait qu'il y a des tonnes de nourriture. Des millions de tonnes de nourriture. Et comment, aujourd'hui, une population peut être affamée alors qu'il y a des millions de tonnes de nourriture? Est-ce que c'est un dysfonctionnement de cette organisation, ou alors, je ne sais pas, d'organisation même générale de distribution, si on ne peut pas laisser les ONG, les autres, faire leur travail? Oui, je pense qu'il y a un dysfonctionnement et qu'il y a des difficultés à acheminer cette aide, puisqu'on voit les stocks de nourriture qui attendent effectivement de rentrer et d'être acheminés. Et là, je pense que, je ne sais pas, l'histoire nous le dira, quels ont été les dysfonctionnements, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'État d'Israël ait un quelconque intérêt, concrètement, au Hamas qui est toujours présent à Gaza, à détourner cette aide et à provoquer les difficultés que connaissent la population gazaoui, qui sont épouvantables. On parle quand même d'un blocus qui a duré plus de 2 mois où rien n'est rentré du tout.
Donc là, on nous a empêchés de travailler. Alors que pendant la trêve, les organisations qui font de la distribution d'aide, qui n'est pas le cas des MSF, ont pu opérer de manière plus facilitée, faire rentrer 600 camions par jour, pouvoir subvenir aux besoins de l'entièreté de la population. Les prix aujourd'hui sont exorbitants sur les marchés. Ils ont 1000 fois le prix d'avant le 7 octobre. Donc on parle de 700 $, pour 25 kilos de farine. Le prix du kilo a été multiplié par 1000. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui, et les prix étaient très bas. Donc à nouveau, il y avait tous les facteurs pour pouvoir continuer, distribuer, faire en sorte que l'aide arrive, ne pas justement l'utiliser à des fins, que ce soit le Hamas ou les autorités israéliennes, puisqu'elles arrivaient absolument à tout le monde et de manière gratuite. Ça, c'est ce qu'on trouvait sur les marchés. Mais elle arrive, si elle est distribuée par les organisations humanitaires, elle arrive de manière gratuite dans les mains des populations civiles. Alors, Emmanuel Duparc, aujourd'hui, il y a 25 États qui appellent Israël à cesser immédiatement la guerre. Est-ce que cette pression internationale pourrait agir ? On l'espère, tout le monde sait que la situation est très 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 compliquée. Nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est témoigner. C'est aussi compliqué par la position des États-Unis. On sent que le gouvernement israélien aussi l'air de se sentir renforcé aussi depuis l'élection de Donald Trump. Il y a beaucoup de choses qui concourent à la prudence des États occidentaux. On le voit au niveau européen. Et on a senti, même si là, depuis quelques jours, le ministre français des Affaires étrangères a pris position, mais ils avaient été très timides jusqu'à maintenant. Ouais. Notez qu'il y a un émissaire, en effet, de Donald Trump, Steve Witkoff, qui arrivera demain à Rome pour parler, en effet, avec un émissaire israélien et qatari, et peut-être qu'il ira ensuite au Qatar, voir si il y a des avancées. Une chose, Anne-Sophie Bécache, aujourd'hui, si les otages qui se trouvent aujourd'hui aux mains du Hamas étaient libérés, ou les corps rendus, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait la fin des combats ? Oui, il y a 2 ans, quand le 7 octobre est arrivé, si le Hamas avait rendu les otages, il n'y aurait pas eu cette guerre. Donc oui, quand on parle de cessez-le-feu et de fin de cette guerre, il y aurait une solution très simple pour que cette guerre s'arrête, et elle est présente depuis le début de cette guerre, qui a été déclenchée par le Hamas le 7 octobre. Ce serait la libération de ces otages qui n'ont jamais eu accès à aucune aide humanitaire et qui sont détenus dans les tunnels de Gaza depuis maintenant plus de 2 ans. Donc oui, tout à fait, on le sait très bien, tout le monde le sait très bien, mais on entend peu, malheureusement, je trouve, cette pression, même si elle paraît, en fait, je crois, sans doute assez évidente pour tout le monde. Il est évident pour tout le monde que le Hamas est une organisation terroriste qui détient des otages, mais je trouve que souvent, quand on parle des conditions qui pourraient nous permettre de sortir de cette crise, on oublie de mettre la pression quand même aussi, avant tout et surtout, sur cette organisation qui a déclenché cette guerre. Depuis le 7 octobre, il y a aussi des marches à l'intérieur d'Israël contre le Premier ministre, contre Benjamin Netanyahou. Amande Bazerol, est-ce que cette pression, elle pourrait venir finalement de la société civile ? On sait qu'il y a aujourd'hui même des marches de la farine, des Israéliens qui marchent pour la farine. Écoutez, moi, je ne connais pas la société israélienne. On voit bien, effectivement, des mouvements de population. Tout le monde en a assez de la guerre. Évidemment, eux aussi perdent des militaires. Évidemment, aucune famille ne veut perdre les siens. C'est évident. Et on l'espère. Mais on pense qu'on le voit. Ça fait, avec les familles des otages, ça fait depuis le début de la guerre. Les premiers otages qui ont été libérés, ça a continué derrière. Et ça n'a pas fait pression sur le gouvernement israélien. Donc on espère que tous ensemble et que surtout l'Union européenne prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, ils ont signé un accord qui est censé pouvoir faire rentrer plus d'aide humanitaire à Gaza. On n'en a pas vu l'ombre d'une goutte aujourd'hui qui soit rentrée dans les derniers jours. Donc, Merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre de la situation sur place.